Je peux lire les DVDs et les codes barres. Je peux transporter des informations dans les fibres optiques. On m'utilise pour soigner les malades, pour mesurer les distances, pour vaporiser les roches de Mars, pour percer, pour découper ou pour souder. Je suis la lumière laser. Quelle est ma véritable nature? Comment me produit-on? Quelles sont mes promesses? Lumière, c'est une onde, comme celle qui se propage sur la surface de l'eau d'une fontaine après la chute d'une feuille. Mais la lumière n'est pas une simple onde à la surface d'un liquide, c'est une onde de champs électriques et magnétiques qui se déplacent ensemble dans l'espace. La lumière est une onde électromagnétique. De la même façon qu'il y a de grandes houles, les vagues et les vaguelettes, il y a une très large gamme de longueurs d'ondes électromagnétiques. Au-delà de 30 cm entre deux crêtes, ce sont les ondes radio. Viennent ensuite les micro-ondes, avant les infrarouges. La lumière visible est comprise entre 0,7 et 0,4 microns. Puis ce sont les ultraviolets, les rayons X et enfin les rayons gamma. Pour émettre une onde électromagnétique, il faut qu'une particule chargée comme l'électron d'un atome change de trajectoire. Dans le monde de l'infiniment petit, les particules n'ont pas une place bien définie dans l'espace. Elles sont seulement plutôt ici qu'ailleurs, et elles forment une sorte de nuage de positions possibles. Les nuages électroniques autour du noyau ont des formes différentes, dont seules certaines sont permises par la nature. On appelle ces formes des orbitales atomiques. Lorsqu'on amène de l'énergie aux atomes, c'est-à-dire lorsqu'on les excite, les nuages électroniques prennent une de ces formes d'orbitales possibles. Mais les atomes excités tendent toujours à revenir vers des orbitales plus stables. Il leur faut alors évacuer l'énergie en trop en émettant une onde électromagnétique dont la longueur d'onde dépend de la différence d'énergie entre les deux orbitales. De la même façon que la chute d'une feuille dans l'eau crée des vagues dont l'énergie suffit à déplacer un bouchon un peu plus loin, les électrons qui changent d'orbitale émettent des ondes électromagnétiques dont l'énergie peut déplacer d'autres électrons situés à distance. C'est ainsi que les ondes produites par le mouvement d'électrons des atomes d'une antenne émettrice peuvent permettre de mettre en mouvement les électrons d'une antenne réceptrice. Et c'est en récupérant le signal électrique provoqué par le mouvement de ces électrons que l'on peut regarder la télévision. Les ondes lumineuses produites par la flamme d'une bougie ne sont ni synchrones ni cohérentes. En effet, dans la nature, les atomes se désexcitent spontanément en émettant une onde électromagnétique, mais ils le font dans le désordre. Si on les comparait aux ondes issues de la chute de gouttes d'eau dans une fontaine, elles ressembleraient à celles qui sont provoquées par la pluie. Pour que les ondes soient à la fois synchrones et cohérentes, leur production doit être ordonnée. Les gouttes qui atteignent la surface de l'eau doivent être alignées. Elles doivent aussi obéir à une chronologie très précise, chacune ne touchant l'eau qu'au moment où arrive l'onde créée par la goutte précédente. Les ondes provoquées par ces gouttes sont donc synchrones. Vues de loin, elles s'additionnent de façon cohérente pour former une vague unique. Il est possible de produire le même phénomène avec des ondes lumineuses en obligeant les atomes à se désexciter en ordre. C'est un laser. Pour cela, il faut un milieu émetteur transparent composé de molécules identiques, comme par exemple celle du gaz carbonique, ou d'atomes, comme ceux du gaz argon. Il faut aussi apporter de l'énergie, qui peut être lumineuse ou électrique, de façon à exciter la majeure partie des atomes. L'énergie émise par une première désexcitation spontanée va provoquer la désexcitation d'un atome voisin, et ainsi, de proche en proche, en amplifiant les ondes électromagnétiques de façon ordonnée. Ce phénomène s'appelle l'émission stimulée.
La lumière qui en résulte est cohérente et sa longueur d'onde dépend de la nature des atomes du milieu émetteur. Il faut le plus grand nombre possible d'émissions stimulées. On pourrait concevoir un milieu émetteur très grand, mais les lasers coûteraient alors très cher et ne tiendraient pas dans un lecteur de CD. On choisit plutôt de disposer 2 miroirs de part et d'autre du milieu émetteur pour imposer de multiples allers-retours aux ondes lumineuses. Elles s'enrichissent à chaque passage des émissions stimulées qu'elles provoquent tant que l'on continue d'exciter les atomes. Ce dispositif s'appelle une cavité optique. Pour en extraire un peu de lumière, il suffit que l'un des 2 miroirs ne soit pas totalement réfléchissant et laisse passer une partie des ondes. De la cavité optique sort alors une lumière de façon continue, qui ne diverge pas parce qu'elle est cohérente. C'est un laser. Ces lasers continus sont les plus courants. Ils produisent quelques milliwatts pour lire les codes barres, quelques watts pour éclairer les spectacles et vont jusqu'à plusieurs milliers de watts pour faire fondre le métal. On peut obtenir des faisceaux bien plus puissants que ceux des lasers continus en concentrant leur énergie dans le temps. Cela équivaut à rassembler toutes les vagues qui arrivent sur une plage durant une journée en un gigantesque raz-de-marée. Pour les lasers, ces raz-de-marée sont des impulsions lumineuses de quelques milliardièmes de seconde, c'est-à-dire de quelques nanosecondes. Une nanoseconde est si courte que la lumière n'a le temps de parcourir que 30 cm. Il suffit simplement d'empêcher que les ondes fassent des allers-retours dans la cavité optique avant de rétablir soudain la circulation du faisceau durant le temps désiré. Pour cela, on peut employer un matériau opaque qui devient transparent quand il est soumis à un champ électrique. C'est ainsi qu'on fabrique les impulsions de 20 nanosecondes, des lasers destinés à approcher les conditions de la fusion nucléaire. Comme une seule cavité optique n'est pas suffisante pour fournir l'énergie nécessaire, on dispose d'une succession d'étages amplificateurs sur le parcours du faisceau. Dans chacun d'eux, l'arrivée de l'impulsion laser déclenche les émissions stimulées qui amplifient le faisceau. Des dizaines de lignes laser de ce type peuvent chauffer à plus de 100 millions de degrés une bille de quelques millimètres remplie d'hydrogène. On sait aussi aujourd'hui faire des impulsions 1 million de fois plus courtes qu'un millionième de milliardième de seconde, soit 1 femtoseconde. Durant ce temps, la lumière ne franchit que 3/10 de micron, soit la taille d'un gros virus. Pour générer des impulsions aussi brèves, il faut un milieu émetteur capable de produire une lumière laser composée de plusieurs longueurs d'onde. Les ondes sont en phase. Cela provoque un battement qui se manifeste par une impulsion d'autant plus intense et courte que les différentes longueurs d'onde sont nombreuses. Le grand nombre de longueurs d'onde est aussi un avantage lorsqu'on veut donner encore plus de puissance au faisceau. En effet, si une impulsion laser est trop amplifiée, sa puissance risque de détruire le milieu émetteur. Pour empêcher cela, on sépare les nombreuses longueurs d'onde de l'impulsion avec un prisme. Puis on augmente artificiellement le trajet à parcourir par chacune d'elles, de façon à ce que la première arrive avant la seconde, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière. Ainsi, plus l'impulsion laser comportera des longueurs d'onde différentes, plus l'énergie pourra être étalée dans le temps, et cette fois, amplifiée sans dommage. Il suffit ensuite de recombiner à l'inverse les trajets optiques pour reformer l'impulsion femtoseconde. Ces impulsions femtosecondes sont tellement puissantes qu'elles permettent d'usiner des matériaux sans échauffement. Elles sont si brèves que les chercheurs s'en servent de flash pour photographier les atomes durant une réaction chimique. La vitesse d'ouverture d'un obturateur se révèle parfois trop lente lorsqu'on veut prendre une photo d'un objet très rapide à un endroit précis, si bien que l'image est floue. La solution est de provoquer artificiellement l'action à un endroit voulu et d'utiliser des flashs qui sont d'autant plus brefs et intenses que l'objet est rapide. Pour saisir des réactions chimiques,
qui dure un millionième de seconde, comme la rupture d'un brin d'ADN, il faut un laser femtoseconde. Un premier flash provoque le déclenchement de la réaction, tandis que le second permet d'en figer le déroulement. Pour faire un film de cette réaction, on recommence la même opération en augmentant la durée qui sépare les deux flashs. Les photos, mises les unes à la suite des autres, dévoileront la mécanique de la réaction. Les chercheurs s'intéressent aussi à la façon dont une lumière très intense peut agir sur la matière pour sonder ses propriétés ou la porter dans de nouveaux états. Lorsque la puissance des flashs laser s'approche d'1 million de milliards de watts, on peut détruire la cohésion de la matière en libérant totalement les électrons de l'attraction des noyaux atomiques. Cet état de la matière est un plasma, comparable à celui que l'on trouve au cœur des étoiles. Le champ du laser, qui frappe le plasma, met en mouvement les électrons jusqu'à des vitesses proches de celles de la lumière, et ces électrons entraînent les noyaux des atomes avec eux. Les chercheurs veulent détecter ces noyaux et ces électrons avec précision pour mieux comprendre l'évolution des plasmas, leur création, leur agitation et leur explosion finale. Mais à l'avenir, on pourra aussi utiliser ce type d'interaction de laser sur la matière pour créer des accélérateurs de particules miniatures, pour la médecine par exemple. Aujourd'hui, la recherche la plus avancée dans le domaine des impulsions laser concerne les impulsions attosecondes, qui sont des flashs 1000 fois plus brefs que ceux des lasers femtosecondes. Comment s'y prendre pour faire des flashs aussi courts ? On part d'une impulsion laser femtoseconde que l'on focalise ensuite sur un gaz ou un solide. Si l'onde électromagnétique de cette impulsion est suffisamment intense, elle peut séparer le nuage électronique en deux. Une partie reste près du noyau, tandis que l'autre est accélérée loin de lui. Lorsque l'onde s'inverse, la partie éloignée du nuage est brusquement ramenée vers le noyau jusqu'à entrer en collision avec lui avant de reformer l'orbitale initiale, ce qui produit alors un rayonnement ultra bref qui va de l'ultraviolet aux rayons X. Et cet effet se reproduit à chaque inversion de l'onde électromagnétique. Comme tous les électrons du gaz agissent dans le même sens et dans le même temps, le rayonnement obtenu est synchrone et l'on obtient un faisceau laser. Finalement, l'impulsion femtoseconde de lumière visible traverse le gaz et ressort accompagnée de plusieurs flashs ultraviolets ou X. En filtrant l'impulsion femtoseconde pour ne garder que la partie ultraviolette, on obtient une suite de pics lumineux qui ne durent que quelques attosecondes. Ces séries d'impulsions laser de rayons X ou d'ultraviolets sont utilisées pour étudier la matière, mais les chercheurs souhaitent pouvoir isoler une impulsion unique lorsqu'ils veulent par exemple saisir le mouvement des électrons dans les atomes. Ils ont imaginé de faire passer l'impulsion femtoseconde initiale dans un système de prismes qui la font basculer sur elle-même avant qu'elle ne rencontre le gaz. Ce mouvement de bascule est transféré aux impulsions attosecondes et modifie leur direction à leur sortie du gaz. Le résultat est comparable à celui du faisceau intermittent d'un phare qui éclaire successivement des objets dans la nuit. La durée de l'attoseconde est celle du temps de déplacement des électrons autour des atomes. Ces flashs serviront par exemple aux chercheurs qui travaillent sur les composants électroniques du futur.